Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Les Pieds dans le Patch, version 2021 et toujours à distance évidemment, mais en très bonne compagnie car Arnaud QF alias Lostienios est présent. J'ai écorché ton pseudo, désolé. Bon, ça va Arnaud ? Bah écoute, ça va. Demi-confiné comme tout le monde, comme toujours. Ouais. Mais voilà. Mais ça nous empêche pas d'être en très bonne compagnie Bah oui. parce que notre invité du jour, c'est Anaïs Libolt, qui est à la tête de la branche française Broadcast et Home Entertainment des laboratoires Dolby. Comment ça va, Anaïs ? Bonjour, ça va super, je suis contente d'être avec vous. Écoute, nous aussi on est très très contents. On va pouvoir parler de sujets un petit peu originaux sur Audio Fanzine parce que c'est vrai que Dolby, c'est une marque qui peut être un petit peu borcade par rapport à nos activités de musiciens et tout ça, mais on va voir qu'il y a plein de choses Bah, pas tant que intéressantes. ça, ouais. Ouais, pas tant que ça en Pas tant que fait, ça, ouais. effectivement. Donc ça va parler évidemment de Dolby Atmos, de musique, de mixage et tout ça, tout ce qui se passe autour de la musique chez Dolby. Mais écoute, si tu veux bien, Anaïs, est-ce que on peut commencer avec ton parcours, peut-être te présenter un petit peu comment t'en es venu à travailler chez Dolby finalement. D'accord, je vais essayer de faire court. Alors mon parcours en C'est fait, bon. voilà, c'est ça. Initialement, donc je voulais être ingénieure du son. Ouais. J'avais décidé ça autour du lycée. Et puis donc j'ai fait les études qui m'ont amenée en école de cinéma section son. Donc Alors j'ai juste, fait pourquoi tu voulais être ingénieur du son ? Parce que t'es pourquoi? musicienne ou Ah, pas ? oui, c'est ça. En fait, D'accord, j'étais attirée par les métiers de l'audiovisuel et j'aimais l'image autant que le son, mais je me suis dit, je suis musicienne, donc je vais peut-être faire plutôt du son. Ouais. d'accord. Et c'est vrai que Et tu joues ça a quoi des... comme Quoi? instrument ? Alors, un instrument peu médiatisé qui est le corps d'harmonie. Ah La ouais, vache! Ah ouais, trop bien. d'accord. Alors attends, je vais googler parce que je suis même pas sûr de savoir à quoi ça ressemble. Alors, Le thème de corps Star Wars. d'harmonie. Ouais, D'accord. bah ouais. Ah, excellent. Écoute, tu es la première, en tout cas. Voilà. Ah, ravi. Ah, c'est beau, hein, le corps d'harmonie. Eh ben, dis donc. Ouais, donc excuse-moi, je t'ai coupé, du coup, vas-y, Pas de continue. problème. Et donc voilà, je suis arrivée jusque l'école Louis Lumière. Ah, quand même. Et Louis ouais. Lumière, ça veut dire que quand même on est en présence d'une tête, hein, parce que moi j'ai Ouais. essayé Louis Lumière, ils ont pas voulu de moi, Et ça personnellement. veut dire qu'on est en présence, arrêtez-moi si je me trompe, d'un ingénieur du son, parce que c'est la seule école qui délivre le titre d'ingénieur, il me semble, en France. Tout à fait. Parce que les autres, c'est plutôt technicien du son, où on joue sur un nom anglais, sound engineer, ou tout ça, mais le Mm, grade d'ingénieur typique, il est délivré que par Louis Lumière. Donc beaucoup d'appelés, peu d'élus. Bah oui, parce que Mais on a une autre. vous êtes 16, hein, c'est ça, par promo, il me semble, c'est c'est ça? ça. Et, Oui. et donc c'est un bac plus 5 qui est délivré, donc un vrai diplôme d'ingénieur, contrairement à beaucoup d'écoles. Et du coup, tu présentes au concours avec bac plus 2, mais du coup, tu as choisi quoi, toi, pour faire Alors, juste avant Louis Lumière? la seule prépa qui préparait à Louis Lumière, ça s'appelait Cinésup, et ça existe toujours d'ailleurs. D'accord. Aussi assez sélective, Ouais. mais très intéressante. Ouais. Ah, je savais pas ça, je connaissais pas, tu vois, qu'il y avait une prépa spéciale pour Louis Lumière, qui préparait à Louis Lumière. Ah bon, bah écoute, ça Ça marche en tout cas, prépare apparemment. Louis Lumière, la Fémis, et dans toutes D'accord, les D'accord. sections. Enfin, après, ça d'accord. dépend dans quoi on est accepté, mais ouais, non, Ok. Ouais. Bon, bah c'est cool. voilà, donc Donc chouettes Louis études, Lumière, c'est mais assez comment alors? intenses. C'est comment Louis Lumière là? Vas-y, Ah dis-nous. c'est très bien. Déjà, on étudie un peu le son dans tous les domaines, selon Ouais. les options aussi qu'on prend. Donc, ça permet d'avoir une vue assez 360 de ce qu'est être un ingénieur du son, puis ensuite de choisir. Parce qu'une Mhm. fois qu'on a choisi, il n'y a pas tant que ça de passerelle entre les différents domaines. Ouais. Et puis, il y a pas mal de pratiques aussi. C'est ça qui est quand même assez chouette. Et il y a une émulation avec les étudiants dans les autres sections pour pouvoir mettre en pratique, surtout dans le cinéma. Mhm. Voilà, moi en tout cas, j'ai un très bon souvenir de ces années-là. D'accord. Et donc, à la fin de Louis Lumière, on ne fait pas que aller à Radio France parce que c'est la rumeur que Ouais, tous c'est les gens ça. qui sortent de Louis Lumière vont à Radio France. Tu en as la preuve vivante, Anaïs. Oui, je ne connais pas beaucoup qui sont à Radio France C'est finalement. vrai? Ah bah voilà, comme quoi, hein. Donc du coup, tu termines Louis Lumière, donc tu as un cursus de 3 ans, et qu'est-ce qui se passe après?
Et ben, en fait, c'est surtout à la fin de Louis Lumière, il se passe qu'il faut faire un mémoire pour avoir ce fameux diplôme d'ingénieur Ouais, et que je trouvais pas de sujet qui m'intéressait et que par hasard, je connaissais quelqu'un qui travaillait chez Dubbing Brothers à l'époque, qui est une boîte Ouais, de tout à fait. doublage, ouais, et qui me dit, oh là là, il y a une nouvelle technologie qui est arrivée, où personne ne comprend rien, il faut que je forme les gars, c'est difficile, ça s'appelle le Dolby E. Je me dis, tiens, peut-être un sujet de mémoire. d'accord. Et donc me voilà lancée sur la piste des métadatas, des métadonnées Dolby en tant que sujet de mémoire de Louis Ouais, Lumière. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée dans l'engrenage des codecs Dolby pour le broadcast, alors ouais. que c'est vrai qu'à Louis Lumière, on n'apprend pas vraiment la télévision. Donc Hmm. Ouais. je suis un peu formée là-dedans et le mémoire a bien fonctionné. Voilà, j'ai eu le diplôme et ensuite je me suis retrouvée à travailler pour Canal+ en premier, qui avait des D'accord. besoins de gens qui maîtrisaient les technologies du son multicanal, parce Ouais, que c'était le d'accord. début Ouais. des diff HD et tout ça. Et c'est quoi le Ah, Dolby E exactement? Parce que je connaissais pas. Je connais le Dolby C, mm, tu vois, sur les cassettes. Hein, c'est ça. Ouais, ouais. Et le Dolby ouais. E, je connais pas. C'est normal, c'est pas du tout exposé au grand public. C'est très. En fait, quand le Dolby Digital est arrivé pour la télé, le DVD et tout ça, Hmm. il fallait pouvoir transporter du 5.1 dans les chaînes de télé, par exemple, alors que toutes les infrastructures étaient stéréo. Donc en D'accord. fait, c'était une façon de compresser jusqu'à 8 canaux sur une paire stéréo de façon non destructive et de rajouter des métadonnées qui décrivaient le son. Donc c'est vraiment D'accord. purement un format de transport Ouais, ouais. professionnel. Ok. D'accord. Ah ouais. Parce que D'accord. ouais, Voilà. ce sera, enfin c'est à noter, c'est important parce que souvent Dolby, en fait, enfin il y a deux grands trucs dans Dolby. Aujourd'hui Dolby, on en parle vachement par rapport au surround, mais au tout début de l'histoire de Dolby, c'était aussi pour le cinéma, mais c'était plus pour de la réduction de bruit, je crois au départ, Oui. parce qu'on avait sur les supports analogiques, on avait le problème du bruit de fond, du niveau de bruit, et donc il y avait ça. Évidemment sur les équipements professionnels, mais même sur les petits Walkman, il y avait la Hmm. possibilité d'activer le Dolby, quitte à se bousiller d'ailleurs les aigus en général. Bah, en fait, Mais ça rajoutait des aigus à l'enregistrement pour pouvoir les refiltrer après et du coup ouais, c'est baisser ça, c'est ça, c'est le ça, bruit de c'est fond de la ça. cassette. Le fameux Dolby B, Dolby C, je crois. Sur nos Walkman, effectivement. Et ouais, on n'est pas tout jeune. Ok, boomer. Donc oui, Dolby E, du coup, moi ça me rappelle que tu vois, j'ai fait mon mémoire de l'ISTS sur le DTS, personnellement. Donc Ah oui, c'est un peu le concurrent, c'est ça, hein? C'est l'ennemi. oui. C'est l'ennemi DTS. Bah tu vois, voilà, j'ai fait sur l'ennemi, je suis désolé. Et ouais, par rapport au Dolby Digital, du coup, le Dolby E, c'est quoi? Quoi, du coup? C'est un format c'est purement dans le domaine professionnel. Ouais, d'accord, c'est vraiment Ça pour les... va être D'accord. transcodé ensuite en Dolby Digital ou Digital D'accord, Plus ou autre. ok. Mm. Donc du coup, bah vas-y, continue, écoute, continue ta petite histoire. Donc voilà, en fait, j'avais prévu plutôt de travailler en ingé son dans le cinéma, c'était mon souhait à l'époque. Et puis, de fil en aiguille, je me suis retrouvée plutôt dans la télévision et un peu experte des technologies Dolby multicanal. Hmm. Et c'est comme ça que, en passant par différentes chaînes de télé, etc., j'ai été un peu remarquée par Dolby. Il y avait peu de gens qui portaient cette casquette à l'époque et embauché par Dolby en 2010, Ouais. mars 2010, donc il y a un Quoi, peu ils se plus sont de 10 rendus ans. compte que tu connaissais mieux Dolby qu'eux-mêmes, en fait, c'est ça. Et regardez, elle, j'ai l'impression qu'elle connaît mieux que nous, en fait. Ouais, C'est ce donc que finalement, m'avait c'est dit très naturel comme cursus, ce que tu as fait, quoi. Ouais, je veux dire, tout, ça coule de Oui, source, finalement. oui, c'était pas prévu, mais Bah, c'est à venu part ce tout truc seul. étrange du corps d'harmonie qu'on ne comprend pas, mais Oui, 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 Moi ça, non c'est... plus. Il va falloir qu'on nous explique quand même. Et donc oui, du coup, tu rentres chez Dolby, et ton rôle chez Dolby, du coup, c'est quoi? Exactement, pour que les gens comprennent un petit Euh, peu. alors mon rôle, donc à l'époque il n'y avait pas de présence locale française, donc j'ai un petit peu commencé une présence sur place en fait, Hmm. pour qu'il n'y ait pas que des interlocuteurs anglophones. Principalement dans la télévision à l'époque. Et mon rôle était de discuter avec les chaînes de télévision, les opérateurs type Orange, la post-production, donc tous ceux qui vont travailler ensuite sur le mixage des films, etc., pour que les technologies Dolby soient comprises, adoptées, bien utilisées, et que tous ces éléments de la chaîne, toutes ces personnes dans la chaîne se parlent pour avoir un résultat final correct.
D'accord. Euh, et donc, mon rôle s'est un peu élargi avec le temps à d'autres domaines, type la musique récemment, le jeu vidéo, et puis ouais, tout ce qu'on va appeler en général home entertainment, parce que maintenant la diversité de la consommation des médias est assez vaste. Oui, oui, c'est Mais je clair. n'ai jamais trouvé de traduction française correcte de home entertainment, donc si vous avez Ouais, une idée un jour. ouais, je sais pas comment on pourra traduire ça. Arnaud, vas-y, toi, fais ton québécois. Et moi, je dirais le Euh, divertissement pour la maison. ouais, Ouais. ouais, industrie de divertissement. Divertissement de maisonnée. Voilà. Mais c'est d'ailleurs intéressant parce que c'est une grosse différence française, américaine, où eux ils considèrent, c'est-à-dire pour nous le cinéma c'est un art, alors que pour eux c'est de l'entertainment. Mm. Et ça fait une grosse différence. Et je voyais que par exemple, enfin je sais pas si ça explique ça, mais visiblement en France on n'est plus, alors peut-être parce qu'on est sur des films moins spectaculaires, où il y a moins d'intérêt, mais c'est l'adoption de formats surround comme le Dolby Atmos ou tout ça se fait moins facilement en fait qu'à Hollywood où là Oui. ça fait longtemps qu'on roule là-dessus. Tu penses que c'est dû à ça, cette différence art entertainment ou C'est fort possible qu'il y ait une de ces composantes-là. C'est vrai que je ne l'avais pas visualisé comme ça, mais effectivement, en France, le film est d'abord vu comme une œuvre d'art et on sait que la technologie est au service de cette œuvre d'art, ce que Dolby défend aussi, hein. bien Mais sûr. alors que les Américains ont vraiment envie de faire du grand spectacle. Et, Mm. Ouais. euh, et voilà, c'est vrai que il peut y avoir par exemple des craintes pour des réalisateurs, on a pu l'entendre, que le son, s'il est trop spectaculaire ou trop travaillé, vienne abîmer l'image. Mm. Alors que c'est Après, marrant, hein? alors Euh, là où je pourrais comprendre un peu, c'est qu'on a vu, il y a eu un moment l'arrivée du cinéma 3D. Et mm, finalement, bon, avouons-le, c'est un peu un bide cette histoire de cinéma 3D, parce que les gens, ils ont pas envie de se prendre 2 heures de migraine après avoir vu des extraterrestres bleus danser euh, la, comme- la soca dance, voilà, dans un nanar de James Cameron. Du coup, en fait, c'est ça qui est marrant, c'est que finalement, l'image reste plate. C'est-à-dire le son n'en finit plus justement de spatialiser, d'être 3D, quoi. Et que la volonté, vu qu'on n'est toujours pas sur des procédés de diffusion holographique convaincants et tout, ou du moins grand public, la 3D sur l'image, bon, pour l'instant, c'est bof, quoi. oui. Il y a peut y avoir ce décalage, en fait. Euh, Oui, oui, tout à fait. Ils n'ont pas du tout le même espace. Mm. ouais. Mm. Ouais, ouais. Et du coup, alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'actu, justement, chez Dolby? Parce que là, tu parlais de home entertainment, entertaining et tout ça. Qu'est-ce qui se passe alors chez Dolby en ce moment? Fais-nous rêver un Qu'est-ce petit peu. Qu'est-ce qui se passe chez Dolby en ce moment? Euh, Alors, on va dire qu'on développe activement deux nouveaux secteurs dans lesquels Dolby était présent, mais pas très présent, qui sont donc la musique et le jeu vidéo, en portant deux technologies, enfin une pour la musique, parce qu'il n'y a pas trop d'images dans la musique, si dans le concert. Ouais. Donc pour le son Dolby Atmos et Dolby Vision pour l'image, mais on va plutôt parler de Dolby Atmos. Ça a commencé au cinéma en 2012, donc ça, il Oui. y a déjà un petit Mm. moment. C'est pas nouveau, mais ça reste quand même nouveau pour certains secteurs et par exemple, en Ouais. France, c'est vrai qu'il y a peu de films français mixés en Atmos. Mm. Donc il y a encore des choses à développer, à comprendre, à inventer pour correspondre aux besoins artistiques, hein, locaux. D'accord. Euh, est-ce que vous voulez que j'explique un Ah peu oui, l'Atmos? je veux Ouais, mais bien. vas-y, Ouais. Qu'est-ce que c'est là c'est que pour le ça, Dolby quoi. Atmos? Parce qu'il y a peut-être des gens effectivement qui nous écoutent, ou qui ont peut-être déjà entendu parler du Dolby Atmos, parce que franchement c'est un peu le buzzword en ce moment, le truc qu'on entend partout. Mais qu'est-ce que c'est exactement le Dolby Atmos? Et peut-être aussi, moi je sais que j'avais du mal au début, Dolby Vision, Dolby Atmos, je comprenais pas trop. Alors Dolby Vision c'est plus pour l'image, c'est ça? Vas-y, explique-nous Hmm, tout ça. d'accord. Alors, Atmos, ça vient sans doute de atmosphérique, donc c'est quelque chose qui va reproduire un champ sonore. Alors, comment ça marche et comment ça s'inscrit par rapport à ce qui existait avant, parce que c'est pas la première tentative, hein, d'audio immersive dans l'histoire.
Les formats les plus répandus qu'on avait avant pour du son plus surround, c'était le 5 points, donc que tout le monde connaît, avec des canaux qui doivent être placés à des positionnements précis dans une pièce pour avoir un rendu, enfin en tout cas une immersion horizontale. Euh, on a fait des essais de 7 ans, enfin c'est même plus que des essais. Le Dolby 7 points a été lancé au cinéma, a fonctionné, a été utilisé pour quelques films. Donc c'était déjà pas mal, ça rajoutait une meilleure spatialisation, un meilleur rendu en tout cas sur les sur en arrière. C'est toujours horizontal, hein, c'est ça le 7 points. Ouais, c'est toujours horizontal, ouais. D'accord. Tout à fait. Et donc, on peut continuer à l'infini à rajouter des canaux. Bon, on va augmenter la résolution, mais est-ce que c'est vraiment, ça vaut vraiment la chandelle? C'est pas sûr. Et puis, il y a aussi le concept d'avoir la dimension de la hauteur en plus. Donc, on a effectivement conçu Dolby Atmos pour rajouter la hauteur. Mais au lieu de rajouter aussi des canaux en hauteur et de se retrouver donc toujours avec plus de canaux, et ben on s'est dit on va prendre une autre façon d'envisager le mixage sonore et surtout comment la scène sonore est créée. Et on va passer du concept de canaux purs au concept d'objets sonores. Ah, ça c'est intéressant. Alors, ouais, c'est là la grosse transition. C'est-à-dire que j'ai un son, par exemple, un instrument, je veux le mixer dans ma musique. Au lieu de dire, bah voilà, je veux le mettre à gauche, donc je vais le mettre dans le canal gauche de mon 5.1, bah non, je vais dire que ma guitare, par exemple, c'est un objet sonore. Je le place, j'ai une espèce de vue 3D de ma pièce, je le place où je veux dans cette pièce, sans me préoccuper s'il y a une enceinte ou quoi que ce soit dans la pièce, à cet endroit-là. Et cette position de la guitare, donc la guitare devient un objet sonore, cette position, elle est enregistrée dans mon mix sous forme de métadonnées, donc encore des métadonnées, qui vont lui donner des coordonnées GPS en fait dans ma pièce. Ah oui, ouais, d'accord, ok. Ouais. Vas-y, et continue. Donc je peux la laisser fixe ou je peux la faire bouger si j'ai envie, donc ça c'est vraiment au choix du mixeur. Et donc, on peut avoir jusqu'à 128 objets sonores, donc sons simultanés qu'on va positionner où on veut et qu'on peut déplacer ou pas. Et si on veut garder la façon traditionnelle de mixer en stéréo, en 5.1, on met ce qu'on appelle les sons dans le bed, donc qui est une base, comme une stéréo ou un 5.1, qui lui va être associé au système traditionnel qu'on connaît. Ouais. D'accord. Oui, j'imagine qu'en termes de mixage, du coup, ça change pas mal de choses, le fait de mixer en objet, parce que du coup, tu peux faire des mix-down, on va dire, des rendus dans n'importe quel format, au final. Ça abolit toutes les frontières, parce que c'est vrai qu'avant, ah oui, tiens, j'ai mixé en 5.1, du coup, pour le 7.1, ou alors on pouvait, j'imagine, trouver des astuces pour transformer, mais là, du coup, il n'y a pas de transformation, et on garde finalement jusqu'au bout le plus d'informations possible dans l'espace, c'est ça? C'est ça. Exactement, c'est vraiment ça la clé du système et l'intelligence du système, c'est que c'est adaptatif, donc on va avoir toutes ces informations de tous ces objets avec leur position qui sont transportées le plus loin possible jusqu'à l'auditeur. Donc s'il écoute sur un smartphone ou s'il écoute sur un gros système, il aura toutes ces infos. Et là, il y a une brique qu'on appelle le renderer qui va prendre ces infos et faire le mix-down sur le système qu'on a chez soi. C'est la même brique qui est dans votre station de mixage. Il y a un truc qui s'appelle le Dolby Atmos Renderer et qui va adapter l'univers de création au système d'écoute qu'on a dans la pièce. Moi, la question que je m'étais posée en découvrant tout ça, c'est on entend tout le temps parler de mixage à propos de Dolby. Est-ce que ça implique des choses aussi du côté de la prise de son, notamment des tournages cinéma, c'est-à-dire pas franchement. Pour l'Atmos, en fait, on est presque sur un système, comme auraient dit mes profs de Louis Lumière, de mono-dirigé. C'est-à-dire qu'on peut partir d'éléments mono et les respatialiser, tout recréer en post-production avec des reverbs, etc. On peut aussi prendre des ambiances immersives avec des micros type ambisonique. Enfin, il y a commencé à en avoir de plus en plus. Oui, bien sûr. Et les utiliser comme base. Donc, c'est vraiment au choix. D'accord. Mais c'est pas nécessairement un changement de production. D'accord. Et du coup, en termes justement de mix-down, tu peux encoder dans combien de canaux maximum en fait? Fais-nous rêver, la plus grosse config qu'on puisse avoir pour écouter du Dolby Atmos, c'est quoi? Pour le Dolby Atmos
home, donc chez soi, Ouais. pas le cinéma. On peut avoir jusqu'à un 34.2.11, je crois. Ce qui Chez n'est soi, pas faut un grand forcément chez quali. soi quand même. C'est Ouais. un très grand chez soi. Le point 11, enfin Attends, le point à la fin, là, non, point 10 plutôt, c'est les enceintes au plafond. Mais ça veut dire que t'as 30, au niveau horizontal, t'as 34 enceintes, c'est ça? T'as deux ouais. caissons de basse Mm. et 11 au plafond et en bas aussi ou quand Voilà. Non, c'est 24.2.10, ouais. D'accord. Pardon. Le Donc t'as 34 en 10, dessous, à 10 peu enceintes près. au plafond? Ouais. Ah 10 ouais. enceintes au plafond. Mais honnêtement, à part dans des salles de cinéma privées, donc c'est vraiment ce qu'on Ouais. appelle le prosumer entre le Oui, pro et oui. le consumer, c'est plutôt des installations, une bonne installation de référence déjà, comme on a dans un studio, c'est du 7.1.4 ou 7.2.4. Donc Ouais. un 7.1 à l'horizontale et 4 au plafond. Ouais, C'est c'est déjà pas mal. déjà très Et beau, au ouais. cinéma, c'est quoi? C'est encore pire du coup dans les cinémas? Comment ça se passe? Alors, au cinéma, en sortie du processeur Dolby Hmm. qui est dans la salle de cinéma, on peut avoir 64 canaux indépendants. Ah ouais. Voilà. Donc avant, ça change beaucoup parce qu'avant, si on a un 5.1, en fait, toutes les rangées gauche et les rangées droite reçoivent la même information. Donc là, le son, il va vraiment tourner Tourner autour. Ah sur ouais, toutes les c'est... enceintes. Ouais. Et où est-ce qu'on Et- peut écouter ça d'ailleurs? Bon, alors en ce moment, le cinéma, voilà. ouais. Mais est-ce que tu as des endroits justement où on peut avoir une expérience, la meilleure expérience Dolby en France? Est-ce que tu peux nous Ouais. donner des endroits comme ça? On pourra peut-être y aller un jour, j'espère. Ouais, je le souhaite, ouais. Euh, bah, les salles de référence, que ce soit autant pour l'image que pour le son, c'est les salles Dolby Cinéma. On Ouais. en a 10 en France. Alors, c'est vraiment un label de qualité, parce qu'il y a un partenariat avec un Pathé, en l'occurrence pour les 10 salles qui sont en France, pour avoir la meilleure expérience son et image. Donc, à Paris, par exemple, il y a le Pathé Beaugrenelle, il y en a 3 en banlieue, mais il y en a aussi à Lyon, à Nice, à Rennes. Donc, si vous regardez Dolby Cinéma Pathé, vous allez trouver les salles. Après, des salles Atmos, Dolby Atmos Cinéma, il y en a 250 en France. D'accord, ouais, quand Donc, même. chez Pathé, chez GR, chez des indépendants. Donc, il y a quand même de quoi faire. D'accord. Mm. Alors, moi j'avais une question. Alors j'ai peur de poser ça à un ingénieur du son, Louis Lumière, et de ne pas pouvoir comprendre la réponse. Mais ce que je me demandais, c'est l'avantage de Dolby Atmos. On nous l'explique bien, c'est de localiser droite-gauche, devant-derrière, mais aussi en haut, en bas. Et en fait, Comme si j'ai Yannick, bien un peu. compris, Tu sais, en haut, en bas. Non, c'est en pas ça. bas, ouais, c'est ça. Ouais. Et Elle la en gros, référence. la question, c'est, si j'ai bien compris, il n'y a pas d'enceinte en bas. Il n'y a pas d'enceinte sous les spectateurs. Donc Mm. comment on gère cette verticalité en fait, Ah oui, tiens. comment on peut donner l'impression que le son vient d'en bas en n'ayant que des haut-parleurs en haut? Parce que j'allais dire, pour donner l'impression que ça vient de gauche, bah, c'est pas dur, il faut un haut-parleur à gauche, à droite, en haut, mais en bas. Avec des caissons de basse. Non, c'est pas ça? Je sais pas. Et ouais. Non, mais c'est vrai que c'est une bonne question. Bon, il y a un delta, enfin une différence entre le plan sur lequel sont les Hmm. enceintes Surround et devant et les enceintes de hauteur. Donc Ouais. ça, c'est utilisé pour reproduire des sources fantômes. Par contre, c'est vrai qu'il y a peu, souvent l'environnement d'écoute, on le reproduit plutôt comme une demi-sphère que comme une Non. sphère complète. Et il y a rarement des choses qui nous viennent d'en dessous dans les bandes son ou dans les volontés de création dans les bandes son. Alors, peut-être, moi, j'essaie de regarder des fois dans la vie réelle si j'entends souvent des sons qui viennent d'en bas, à part mes pas tant que ça. Ouais. Mais Ah bah, ça demande réflexion. je pense que dans un film comme Gravity, Oui. où justement tu es placé dans un environnement où voilà, tout l'univers autour de toi à 360 degrés est signifiant. Alors tu me diras, dans l'espace, il n'y a pas de son a priori, mais bon, ils en ont Mm. rajouté pour, Il y en a quand même pas mal. pour faire le truc. Et je sais pas, sur les passages où tu es sous l'eau, par exemple, oui, tu dois pouvoir entendre des sons qui viennent de dessous. Enfin, et après, en fait, moi, ça m'intéressait parce que finalement, même si c'est une des promesses, et je pense qu'en salle, c'est très bien, mais c'est vrai que j'ai écouté, parce que là, on parlait des gens qui ont des paquets d'enceintes chez eux. La plupart des gens, finalement, sont équipés au mieux avec une barre de son, Mm. voire avec les amplis de base, et puis ils écoutent au casque. Et donc, j'ai essayé du Dolby Atmos au casque et des rendus au casque. Et c'est vrai que j'ai remarqué que les petits filous chez Dolby, mais comme chez DTS, hein, qui essayent Petit filou. de nous montrer
toute la puissance de la technologie de spatialisation, en général, ils accompagnent leurs démos de quelque chose de quelque chose de visuel qui nous montre là où est censé être ce qu'on écoute. Mais si on ferme les yeux, on se rend compte que autant gauche-droite, on entend bien, ça fait longtemps qu'on sait le faire, hein, depuis Bloomline, mais par contre, en haut, en bas, on se rend compte que c'est pas forcément évident. C'est-à-dire, on sent que voilà, on sent que il y a quelque chose, mais moi, j'ai l'impression souvent de confondre le haut et le bas. Alors évidemment, quand j'ai une petite vidéo qui m'explique que ça c'est en haut, ça c'est en bas, j'ai l'impression que c'est en haut et en bas, mais dès que je ferme les yeux, c'est moins le cas. Alors, je Et du vais coup, peut-être dire une connerie, mais est-ce que c'est pas normal, en fait, physiologiquement, par rapport à notre tête? Tu vois, je veux dire, nos oreilles, elles sont espacées, on va dire, sur un plan horizontal, tu vois. Est-ce que, je veux dire, on n'a pas une oreille ici, tu vois? Donc, est-ce que ouais, c'est pas un peu normal? Quoi, j'en sais rien. parce que moi, j'ai l'impression que si tu veux, quand tu Ouais. as, quand t'as un lion qui rugit à 3 mètres au-dessus de toi ou en dessous de toi, je pense que dans la vraie vie, tu l'entends direct et tu sais direct où est le lion et tu commences à courir. Tu vois ce que je veux dire? Alors, Anaïs, on va laisser peut-être répondre à la spécialiste quand Pardon. même. Ah oui, mais il y a beaucoup de choses à dire. C'est vrai qu'en psychoacoustique, on dit qu'on est quand même moins sensible on discrimine moins sur ce qui vient d'en haut et de derrière, en fait. Ouais. C'est pas le même type d'information qu'on perçoit, parce qu'il y a les transitoires, il y a la différence de temps entre l'arrivée aux oreilles, il y a le timbre, etc. Mais on est moins sensible au timbre, par exemple, à toute cette zone-là. Mais exactement, c'est un bon point en binaural, donc ce qui est la reproduction Oui. d'un champ sonore immersif sur un casque. Euh, Toute cette zone-là, vraiment frontale, c'est le plus difficile aujourd'hui à reproduire dans les algorithmes Ouais. binauraux. Euh, c'est en constant progrès. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion Alors, d'utiliser. comment ça marche le binaural, justement? Toi, tu pourras peut-être nous expliquer, parce que c'est vrai Ouais. que je me suis toujours posé la question, quoi, sans trop chercher non plus, mais voilà, si tu peux m'expliquer comment ça fonctionne, moi, ça m'intéresse. Bah, basiquement, en fait, ça trompe le cerveau en lui faisant croire que ce qu'il entend vient de plus loin ou de plus près, etc. Ça utilise la capacité de notre cerveau et de nos oreilles à percevoir la position d'une source en fonction de la différence de temps d'arrivée à Hmm. l'oreille gauche et à l'oreille droite, et Mhm. le filtrage aussi au niveau du timbre, parce que le pavillon de notre oreille, notre visage, etc., vont appliquer un filtre comme une EQ Ouais. sur le son. Et donc, du coup, comme on a toujours le même filtre, logiquement, à part des fois on a les cheveux qui changent, mais logiquement, on sait si c'était plus à gauche ou plus à droite. Et la combinaison de toutes ces infos, plus les infos visuelles, nous permettent normalement de localiser les sources. Donc, on trompe le cerveau en lui faisant croire, en appliquant du filtrage et du temps, enfin du delta T, pour lui faire croire que les sources sont à l'extérieur de la tête. D'accord. Et c'est là où on rentre dans une notion que vous retrouverez peut-être dans la littérature sur le binaural, le HRTF, Head Related Transfer Function, qui Mhm. est, qui est justement ce filtre qu'on applique pour simuler une tête lambda. Alors comme on n'a pas tous la même tête, on n'a pas tous le même filtre, mais il y a des espèces de modèles qui ont été développés qui marchent euh, plus ou moins bien pour tout le monde. Donc c'est un peu une côte mal taillée. C'est pour ça que c'est pas toujours parfait. C'est Hmm. comme les Oui, en lunettes pour la fait, 3D. il Hmm. faudrait que ce soit adapté, dans l'idéal, que ce soit adapté à la Oui, morphologie de chacun, c'est à la ça. forme de son pavillon, de sa tête, Imagine pour un qu'il mec retrouve avec en une fait très très grosse barbe, bah du coup ça filtre tous les trucs qui viennent d'en bas. tout à fait, tout Hein. à fait. Moi, je peux dire que je n'entends aucun aigu. C'est ça. Je reste coincé là, quoi. Et tu me disais alors que du coup le binaural c'est en constante évolution, parce que j'imagine c'est hyper important pour vous le binaural, parce que là tout à l'heure on parlait d'installation de fou avec des enceintes dans tous les sens et tout ça, mais malgré tout les gens chez eux, voilà, la solution la Mm. plus simple quand même de consommer du Dolby Atmos, ça reste quand même avec un casque, j'imagine, ou alors avec une Oui. configuration d'enceinte simple entre guillemets. Les Euh, bars, ouais. Les bars qui font actuellement, qui projettent. hmm. Euh, Oui.
J'ai vu ça chez Yamaha, ils font des bars avec, je sais plus, 34 haut-parleurs différents. Alors après, j'imagine c'est des jeux de phase, de machin pour arriver à projeter le son. Mais bon, oui, en tout cas, personne envie. Enfin, ils sont rares les gens qui peuvent se permettre d'avoir des enceintes dans toute la pièce avec les fils qui courent, On le est d'accord. machin. Donc du coup, c'est un truc aussi, parce que là, voilà, on parlait d'encodage et mixage et tout ça, mais c'est un truc sur lequel vous bossez aussi, j'imagine, en partenariat avec les constructeurs d'enceintes et tout ça, justement sur les systèmes de reproduction. C'est un truc sur lequel vous bossez Oui, aussi, puis le binaural aussi. oui, oui. Alors pour faire un peu dans l'ordre du plus Ouais, il y a grand au beaucoup plus de petit. questions, désolé. Euh, oui, après les systèmes qui nécessitent un ampli, en fait, on a été rapidement vers les barres de son. Donc Yamaha était un des premiers avec plutôt un projecteur de son, donc il y a vraiment beaucoup de haut-parleurs dedans. Maintenant, il y a des barres de son très simples et les premiers prix sont assez bas, hein, Ouais. autour de 300 ou même 250. Qui utilisent des technologies plus ou moins élaborées. Donc, il y a le système de projection sur le plafond ou sur les murs qui permet de virtualiser une source par réflexion. Ah, Mais ouais, ouais, d'accord. et ça marche plutôt bien. Ouais, Et ouais. après, il y a des systèmes de virtualisation algorithmique, c'est-à-dire comme pour le binaural, on va faire croire il y a une enceinte arrière alors Ouais, qu'il n'y en a pas ou une enceinte au-dessus alors qu'il n'y en a pas. Donc ça nécessite moins de haut-parleurs dans le produit et donc ça fait des produits moins chers, mais aussi un peu moins précis. Après, ça reste une reproduction d'un champ sonore immersif et puis ça reste accessible à tout le monde. Donc ouais, on a essayé de développer toute une gamme avec les fabricants en fonction de leurs besoins et de ce que leur public achète. ouais, d'accord. Mais après, pour aller un cran plus loin dans la démocratisation pour la télé, on a aussi mis ça dans les téléviseurs, puisque les téléviseurs ont tous au moins 2 haut-parleurs et des Mm, fois plus. Et donc, on exploite ça pour recréer le champ sonore Atmos. Donc, on perd pas les éléments qui étaient dans la bande son. mm, C'est juste qu'on a moins d'enceintes pour faire le rendu. mm. Et après, il y a les enceintes connectées, donc type Amazon Echo Studio, qui est la première enceinte connectée qui a eu de l'Atmos, et le HomePod Mm. d'Apple aussi. Donc là aussi, il tire un peu du son dans tous les sens pour reproduire Ouais. quelque chose Ouais, d'immersif. Et le plus simple, évidemment, reste le casque, et notamment pour la musique. C'est mm. vraiment là qu'on pense il y aura beaucoup d'écoute. Alors les Euh, casques du coup, parce que il y a des casques qui sont certifiés Dolby Atmos. Comment ça fonctionne? Est-ce que ou c'est toujours finalement deux transducteurs, un vers chaque oreille, et c'est toujours comme ça et c'est finalement en amont, c'est ça, c'est l'encodage qui change. C'est ça. En fait, le casque en lui-même varie peu. C'est vrai que c'est un casque qui prend toute l'oreille. C'est bien parce que ça utilise aussi la transduction au niveau de l'oreille. Mm, Mais ça marche avec des intras. Par exemple, les AirPods Pro mm, sont Dolby Atmos. Donc normalement, c'est agnostique au casque et le rendu, il est fait dans le truc sur lequel on a branché le casque. Donc le d'accord. téléphone en général. Ouais. Et ça, on a beaucoup de téléphones qui ont de l'Atmos aujourd'hui, quasiment tous les derniers Samsung, des Huawei. Il y a vraiment, notamment chez Samsung, beaucoup de volume. Mm. Donc, il y a plein de gens qui peuvent écouter de l'Atmos chez eux, même sur iPhone, en tout cas sur Netflix, si vous avez les AirPods Pro et les derniers iPhones, ça fonctionne en Atmos. D'accord. Ah, faudrait que Donc, j'essaie, je crois que j'ai ça. Ah, J'essaierai, tiens, j'ai même pas essayé. combinaison gagnante. Ouais, ouais, je crois que j'ai ça. Quoi, j'ai pas le dernier iPhone, mais j'ai. Ouais, bon, j'essaierai ça. Même sur iTunes, il y a pas mal de films en Atmos. Oui, ouais, c'est vrai. Donc, voilà. Mm. Et, et donc, ouais, est-ce que tu veux qu'on. Bah, je sais pas, t'avais peut-être d'autres trucs à nous expliquer aussi. Excuse-moi, je t'ai coupé. Mais... Alors, je peux vous expliquer des trucs pendant des jours, Vas-y, bah ouais. Nous, on peut mais t'écouter pendant des jours. Attends, moi, ça m'intéresse trop. qu'est-ce qu'on peut dire plus sur le binaural? Oui, je ne sais pas si vous avez vous-même pu expérimenter les outils de production Dolby Atmos, donc ce qu'on Non. appelle la Production Suite. Dans la Production Suite et notamment la version pour la musique, il y a la possibilité de customiser le rendu binaural. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui est important, en fait, c'est que le mixage qui a été fait en Atmos soit adapté au mieux sur des enceintes, sur une barre de son et sur un casque. Et parfois, ce qui fonctionne sur un système avec des enceintes extérieures et ce qui fonctionne sur un casque n'est pas tout à fait la même chose.
Par exemple, si vous écoutez de l'électro, ça peut être sympa sur des enceintes d'avoir un truc qui tourne comme ça. Sur un casque, au bout d'un moment, ça devient pénible. Ouais. Donc, on va peut-être enlever ce truc qui tourne. Donc, on peut, du coup, avec une couche de métadata supplémentaire, on en revient souvent là chez Dolby aux métadonnées, ajuster le rendu pour le casque. Et le téléphone qui va recevoir le mixage avec toutes les informations va savoir que sur la sortie casque, il faut qu'il fasse un équilibre un petit peu différent. Donc ça peut être intéressant à vérifier pour les ingé son, de comment ils sont confortables avec le rendu casque. On peut aussi rapprocher ou éloigner certains objets sonores. Il y a plusieurs réglages de distance, voire sortir le processus binaural, hein, parce que la voix, on peut vouloir l'avoir vraiment au centre de la tête et pas spatialisée. Ces outils gèrent la reverb ou pas du tout? Non, c'est indépendant de la reverb. La reverb, d'accord. on peut aussi la mettre après ou pas dans le binaural, ouais. Parce que bon, la reverb permet aussi joue vachement sur la localisation des sources par le cerveau, donc oui, c'est pour ça que je demandais. Ouais. Et du coup, techniquement, ça fonctionne comment avec n'importe quel stan? Alors nous, on dit stan, voilà, station de travail audio numérique, on dit pas DO parce qu'on est français, mais ça fonctionne comment en fait? Ça s'intègre dans n'importe laquelle des stans? Ouais, alors aujourd'hui, ça marche sur Pro Tools, Nuendo, Logic, Ableton. Après, c'est vrai que la Production Suite, elle tourne plus sur les Mac. Et quand on veut tourner sur un PC, il faut une station en plus qui va juste faire le renderer et ces choses-là. Donc ça s'appelle la Mastering Suite dans ce cas-là. Mais c'est juste un plugin qu'on met sur une piste, et il y a ce qu'on appelle le panner qui va permettre de spatialiser, de positionner les objets dans l'espace, éventuellement de créer des mouvements, et le renderer qui va lui faire le rendu sur la pièce sur laquelle vous êtes et pouvoir permettre de préécouter en binaural. D'accord. Si vous n'avez pas une installation Atmos. Ok, d'accord. Donc ça laisse, du coup, ça a l'air assez intéressant parce qu'effectivement, mais du coup, c'est beaucoup de boulot, j'imagine, pour l'ingénieur du son, parce que s'il doit faire un mix, le checker au casque, il y a combien de mix à vérifier, du coup? Il faut qu'il vérifie celui pour le casque, c'est ça en binaural, celui qui sera diffusé avec des enceintes? En fait, il vérifie le mix Atmos il mixe en Atmos en premier plutôt, dans sa globalité. Après, tout ce qui va être render 5.1 ou même les différentes configurations Atmos, il n'a pas à s'en occuper. Ouais, ça. Et il peut vérifier au casque s'il veut faire une customisation. Après, c'est pas un remixage, hein, c'est simplement se dire est-ce que ça sonne bien? Si je veux changer des petites choses, je le change, mais c'est statique ensuite. Oui, c'est comme quand tu check en mono ton mix stéréo, quoi. D'accord, c'est juste pour vérifier qu'il n'y a pas des trucs qui disparaissent, quoi. Ah, mais là, ça fait beaucoup de trucs à checker quand même. Avec toutes les possibilités. Alors du coup, en musique, parce qu'on m'avait dit chez Dolby, parce que j'étais en contact du coup avec aussi des gens chez vous, et ils m'avaient dit, ah oui, il y a un DJ aussi, notamment en musique, parce que parlons un petit peu musique aussi, Dolby Atmos et musique. Donc qu'est-ce qui se fait en fait en musique du coup du côté du Dolby Atmos? Quelles sont les possibilités? Qu'est-ce qui est déjà fait? Où est-ce qu'on peut écouter tout ça? Alors il y a 2 services qui se sont lancés l'année dernière, même fin 2019, l'année dernière est passée bizarrement. C'est Amazon Music HD et Tidal. D'accord. Donc voilà, qui sont pas très présents en volume en France, mais qui sont quand même assez importants dans le monde. Et donc du coup, il y a de plus en plus de musique qui est postée sur ces services-là, dans un peu tous les genres. Au lancement, c'est vrai qu'on avait annoncé 2 mois avant le lancement, ou même un peu plus, en juin 2019, on avait annoncé un partenariat avec Universal Music pour quelques milliers de pistes qui étaient mixées ou remixées en Atmos, hein, parce qu'il y a aussi du remastering de catalogue. Et depuis, il y a d'autres labels type Warner, des indépendants, etc. Donc on commence à avoir pas mal de volume dans un peu tous les genres, avec du catalogue très classique, type les Beatles, du jazz, Ça tombe bien que tu en parles. En fait, la question, les artistes ont leur mot à dire là-dessus ou pas? Oui.
Alors, ça Parce que dépend ensuite j'avoue que moi, personnellement, mais c'est très personnel, hein, Ouais. j'ai toujours trouvé la colorisation des films à chier. Le fait de prendre des enregistrements mono, de les stéréoiser, c'est pareil. Enfin, tu vois, pour moi, j'allais dire, c'est pas du tout la même chose, quoi. Et donc, je voulais savoir si les mecs ils étaient OK. J'allais dire, t'as fait ton 10 dans les années 70 et t'as validé un truc par un ingé son à cette époque-là. Et genre, oui, on te met ça en multicanal 30 ans après, et t'as envie de dire, mais non, j'ai pas envie que la petite clochette qui était au fond du mix à l'époque où on bossait en stéréo, elle soit là maintenant, juste à côté de moi, et qu'elle prenne toute l'attention de l'auditeur, quoi. Oui, je comprends. Non, non, ça c'est un vrai problème. Ouais. C'est comme la remasterisation des films dont les ayants droit sont décédés. Ouais, on a souvent cette Ouais, discussion. Mais en fait, tous ceux qui sont encore en mesure de donner leur avis peuvent le donner. Et non? je sais que tout ce qui a été remasterisé en Atmos, de ce que je sache, si les artistes étaient là, ils ont approuvé, s'ils avaient envie, hein, certains Ouais, bien sûr. n'ont pas envie, ou bah, ça peut être enfin, les ayants droit qui supervisent, mais en tout cas, il y a vraiment une ligne artistique qui a été prise en compte. Je sais D'accord. que UMG et Universal Music est très attentif à ça aussi, à ce que tout le monde soit confortable avec l'expérience, parce que c'est un peu dommage de lancer un format, de faire des impairs, et puis il y en a qui sont pas contents, donc du coup ça Ouais. marche pas, donc autant faire les Bon, choses après, bien. vu la position de pas mal d'artistes à l'heure du streaming, je pense que les mecs sont OK pour tout s'ils peuvent faire de la thune. Bon, quand on voit que Bob Dylan, il a vendu l'intégralité de son catalogue, là, juste, parce que je pense qu'il doit avoir des problèmes de thunes. Bah Alors oui. là, je pense que si tu lui dis, ouais, on va te mettre en surround, et puis, j'allais dire, on va faire tous tes clips avec la Reine des Neiges à ta place, je pense que lui est OK, quoi. Il n'y a pas de problème. Alors ça, c'est pour tout ce qui est, on va dire, remix et remasterisation de vieux catalogues, mais du coup, les artistes actuels qui font de la musique, donc du coup aussi en Dolby Atmos, comment ils s'en emparent de cette technologie-là artistiquement? Qu'est-ce qui a été fait? Est-ce que tu peux nous donner des exemples de choses qui ont été faites ou créées? Qu'est-ce que ça apporte de plus finalement? Alors c'est un peu chacun sa sauce. Il y a des exemples assez divers. Euh, alors ouais, je peux citer des exemples plus ou moins récents, mais par exemple, moi, une des choses qui m'avait un peu frappée la première fois que j'avais écouté, c'était une chanson de The Weeknd. Alors, je crois que c'était I Feel It Coming, Mhm. où on entendait vraiment le début. Je sais pas si vous voyez le début, on dirait que c'est presque, ça sort d'un vieux haut-parleur, donc c'était Ouais, tout oui, très Ouais. étroit. ouais, Et puis d'un coup, ça s'ouvrait jusqu'à prendre tout l'espace. Et ça, c'était vraiment impressionnant au niveau Ouais. ouais, du rendu. du rendu, ouais. Euh, un autre truc qu'on fait tout le temps écouter parce que ça donne la chair de poule à tout le monde, c'est laquelle de Elton John? Rocketman de Elton John. Ouais, d'accord. Je sais pas exactement qu'est-ce qu'il a fait l'ingé son à ce moment-là, mais pareil, ça monte vraiment par strates jusqu'à être hyper prenant. Hmm. Alors, c'est pas spécialement une musique que j'écouterais autrement, mais j'avoue qu'à chaque fois, ça me donne une expérience assez Ouais. sympa. D'accord, c'est cool ça. Après, on a des trucs très électro et qui avaient été testés même avant le lancement de Atmos Music. Ça avait été testé dans les clubs parce qu'on avait un programme aussi d'Atmos dans les clubs, les boîtes de nuit, où là, les DJ, ils s'éclatent à faire Comment tourner. ça se passe dans l'installation dans un club du coup? Parce que les gens sont pas tous au même endroit, quoi, Non, comment ça se passe du coup? Ouais, c'est mais ils sont tous bourrés, Grégoire, donc c'est bon, quoi. Tant qu'il y a le kick, tout est à la noire, là, tu fais boum boum, ça va, quoi. Et voilà, et si le qu'il y a kick le est whisky stable. coca qui coule à flot. Donc plus Bah, ça sérieusement là. dépend ça dépend du club en fait. C'est vrai que là du coup c'est customisé en fonction de Hmm. l'endroit. Ouais. Il y en a peu hein, qui ont eu ce système. Il y avait Ministry of Sound à Londres, Le fameux. donc avec pas mal de DJ connus qui étaient Hmm. passés et en fait c'est vrai qu'il y a des gros des gros subs à Oui. plusieurs endroits pour la stabilité du kick et après il y a pas mal des enceintes qui Ouais. sont Oh, ça doit positionnées être un peu assez fou partout. ça. Oh, dis donc. Ouais. Ça doit être un cauchemar au niveau des problèmes de phase dans ces machins-là, j'imagine. Euh, Oui. Ouais, c'est parce que clair.
Ça doit être bien Mais complexe. Il y a des contraintes ou pas? Parce que moi, ça me fait. Si on peut faire le parallèle avec les années 60, où il y a eu le début de la stéréo, et finalement, on a expérimenté pas mal de choses à l'époque, quoi. C'est plutôt nos parents, mais qui ont expérimenté pas mal de choses, et on a pu sortir quand même au fil des années plusieurs règles, genre non, la batterie tout à gauche ou tout à droite, c'est pas une super idée, par exemple, des choses comme ça. Est-ce que du coup, il y a des règles qui s'établissent, ou pour l'instant, c'est encore un peu. Bon, alors la musique surround, c'est pas le début, ça existe depuis déjà pas mal de temps. Mais est-ce qu'il y a des règles comme ça où on se dit bon, finalement, ça c'est peut-être pas une bonne idée, ou est-ce Non, qu'on expérimente encore finalement? la batterie, pas au plafond, quoi. oh, il y en a qui ont essayé. J'imagine. Bah, je sais pas si on peut dégager des règles parce que il y a encore beaucoup. C'est trop jeune pour. Et puis c'est dommage de faire des règles tout de suite. Ça empêche d'être créatif ou d'expérimenter. Après, c'est à chacun de voir quand même s'il rate pas des choses essentielles selon les systèmes d'écoute. Ce que c'est marqué sur le site Dolby, un truc peut-être à faire attention, c'est que c'est tentant de mettre la voix au centre, puisqu'il y a une enceinte dédiée, c'est cool, ça sort bien. Après, c'est le chanteur, il a peut-être pas toujours envie d'entendre sa voix toute seule à sec dans une enceinte. Et clair. puis, si l'enceinte, elle est moins bonne dans un système que dans un autre, ça peut être bof. Donc, faire attention à des choses comme ça. Et les trucs qui bougent beaucoup, c'est sympa, mais Et ça fait vomir. ça peut saouler. Et puis, sur le casque, par exemple, au bout d'un moment, on s'habitue à une immersion et donc il faut réintroduire un peu de mouvement pour que le cerveau se ressouvienne qu'on est en immersion. Ouais. Donc ça, c'est plus des règles de l'immersif en général. Après, ouais, avoir une cohérence aussi. Mais ça peut être un choix d'avoir quelque chose de complètement déstructuré. Donc je dirais que les règles sont à créer et puis c'est bien que les gens expérimentent. Oui, j'imagine qu'il y a moins de règles que le son au cinéma ou pour la télé et tout ça. Effectivement, c'est un peu plus artistique. Donc Arnaud, tu voulais dire un truc? Oui, je me demandais aussi au niveau. Je me demandais si YouTube était compatible, gérait le Dolby Atmos, parce que je sais que Netflix le gère. Est-ce que c'est le cas de YouTube ou pas Je crois pas. Non, c'est pas le cas de YouTube. En fait, pour être compatible Dolby Atmos, il faut supporter un des codecs qui transporte le Dolby Atmos. Donc, ça va être le Dolby Digital Plus ou, enfin, le Dolby 3 HD, c'est uniquement sur les Blu-ray, et le Dolby AC4. Donc ça, sur YouTube aujourd'hui, c'est pas supporté. Parce que bon, ils ont une techno de vidéo à 360 degrés, notamment, je me souviens d'un clip de Björk qui avait été fait comme ça. Et oui, il y a un gros enjeu. De même qu'on doit vous demander d'être compatible avec Spotify, j'imagine que ça doit être en discussion. Donc on peut pas faire notre podcast en Dolby Atmos encore, pas tout de suite. Ah, si, ça pourrait, selon. Alors, il faudrait voir où est distribué le podcast. Mais oui, c'est ça. Chez qui on pourra distribuer en vidéo sur l'appli podcast Apple, par exemple. Ah, bah oui, forcément. La plupart des Android maintenant le sont aussi. Donc, si c'est via une appli à vous, dites-nous dans les commentaires, en tout cas, si vous voulez entendre Arnaud au plafond, du coup. On pourra le mettre au plafond, du coup, ce sera assez utile, je pense. On va pas le mettre en bas. Non, mais Arnaud au plafond, c'est cool. Qu'est-ce que je veux dire ça fait déjà quasiment 1 heure. Ah ouais. J'ai vu sur le site de Dolby, le Dolby Institute. Tu peux nous expliquer ce que c'est exactement, ça? Alors, j'ai vu passer ça vite fait. Je me dis tiens, c'est quoi le Dolby Institute? Peut-être que ça peut intéresser des gens chez nous. C'est une initiative de former déjà aux technologies Dolby, mais beaucoup à destination des jeunes créateurs et donc aussi des écoles. Mais bon, après, c'est à dimension variable. On est aussi en train de voir comment faire des tutos qu'on peut mettre à disposition sur Internet pour que les gens puissent prendre en main les outils et les formats de façon autonome. Donc, c'est un effort de création, d'assistance à la création, de formation et puis d'aide aussi parfois sur des projets. D'ailleurs, j'en profite, ça me fait penser à ça, pour poser la question qui tue. Comment vous gagnez votre vie en fait?
Parce que, en gros, je voulais savoir quand un film sort en Dolby Atmos. Alors, j'imagine que la salle, pour avoir un agrément, doit faire venir des experts de Dolby qui installent et tout. Donc, j'imagine que la salle de cinéma vous paye. Mais par exemple, est-ce que la production du film doit payer, autre ou les outils? J'imagine que les outils, la suite de plugins dont tu parlais, elle est soit louée, soit vendue. Donc, il y a ce revenu-là. Mais est-ce que pour faire une œuvre, si demain, moi, je veux mixer un morceau en Dolby, est-ce que c'est gratuit au-delà de l'usage des plugins? Du coup, où vous gagnez votre argent, vous? Alors, le gros du revenu de Dolby, c'est sur les équipements grand public. Donc, c'est un Les modèle télés, de tout ça, ouais. licence. Voilà. Les fabricants, pour embarquer les technologies Dolby, payent D'accord. une licence à Dolby. Donc, c'est vraiment là le gros du revenu. Ensuite, sur un film, une production cinéma, comme il y a l'intervention d'un technicien Dolby et l'utilisation de machines Dolby dans l'auditorium cinéma, il y a une licence. D'accord. Mais c'est pas le cas du home cinéma, donc de la télé, de la musique, du jeu D'accord. vidéo. Il n'y a pas de licence. Il y a juste les plugins. Et d'ailleurs, on peut aussi faire sans dans certains cas, qui sont aujourd'hui je crois que c'est moins de 270 € pour la suite D'accord. Atmos Production Suite. Ouais. Ok, ouais. Donc, D'accord. c'est pas la volonté de Dolby n'est pas nécessairement de monnayer sur la partie création Ouais, du d'accord. contenu. Ah, parce que au niveau de la concurrence, autant à une époque, il y avait DTS et tout ça, mais j'ai l'impression qu'ils sont un peu hors course, non? Quoi, je sais pas, j'ai pas. Quoi, j'ai l'impression que vous êtes un peu seul, non, sur ce créneau-là, Dolby. En tout cas, il y a une position dominante. Oui, alors après, on a des compétiteurs différents selon les secteurs, mais c'est vrai qu'on est quand même en avance sur la plupart d'entre eux. Ouais. Avant, au cinéma, ouais, DTS était pas mal un concurrent et on n'en entend plus beaucoup parler. Ouais. Ouais, parce que j'ai l'impression, même sur les amplis home cinéma et tout ça, maintenant, oui, c'est. Quoi, moi, en tout cas, j'entends parler. Alors, je suis pas un expert là-dedans, hein, moi, c'est plutôt la MAO, mais j'ai pas l'impression qu'on voit beaucoup de concurrence à ce niveau-là, en tout cas. Oui, c'est surtout parce qu'il y a beaucoup plus de contenu encodé en Dolby, donc du coup, les fabricants mettent vraiment ça en avant comparé Et aux d'ailleurs, autres parce que technos. Ouais. Dolby, il y a le Dolby Vision aussi, on n'en a pas trop parlé. Bah, là, c'est pas du son, c'est de l'image en l'occurrence. Mais comment justement une boîte comme Dolby, qui est quand même à la base une boîte qui fait plutôt du son, comment elle en est venue à proposer aussi un truc comme le Dolby Vision qui. Est-ce que tu peux expliquer vite fait ce que c'est, même si c'est pas du son, peut-être que ça peut intéresser les gens qui nous écoutent. Le traitement du signal, c'est le traitement du signal. Oui, et je pense que les gens du son comprennent bien l'image parce Ouais. qu'il y a plein de process similaires. Exactement. Alors, comment Dolby en est venu à l'image? En fait, c'était pas. Dolby était très connu pour le son, évidemment, mais avait quand même des choses dans l'image. Déjà, Ray Dolby, le fondateur, lui, la première réduction de bruit qu'il a inventée, c'était pas pour le son, c'était pour l'image. Ah. Mais ensuite, il est parti dans le son parce qu'il y avait vraiment un gros besoin. Donc, voilà, traitement du signal, c'est traitement du signal. Ouais, exactement. Et au niveau des développements, donc Dolby avait aussi fait des lunettes 3D, donc il y avait aussi tout un système de projection avec les roues, des roues dans les projecteurs pour 3Diser l'image qui était développée. Dans le cinéma, il y a des serveurs aussi qui gèrent l'image. Donc il y avait quand même des choses. On avait aussi fait des essais à un moment donné de 3D autostéréoscopique, donc des écrans 3D sans lunettes. Ça marchait pas mal. Ah C'était oui. une joint venture avec Philips. Et puis ensuite, quelque part, c'est un peu Dolby qui a apporté le HDR sur le marché. Donc Dolby Vision, c'est un format de HDR, High Dynamic Range, qui est en fait l'image, on l'a toujours vue à travers une petite fenêtre, qui est la fenêtre de nos écrans à tubes, parce qu'ils pouvaient faire qu'une petite luminosité. En fait, toute l'image de la post-production a toujours été calibrée comme ça en fonction des capacités des écrans. Et donc là, c'est l'idée de dire les écrans peuvent faire plus aujourd'hui et les caméras peuvent capter plus. Donc, ouvrons le tuyau, ouvrons la fenêtre et montrons plus. Pour les gens du son, c'est une plus grande dynamique, en fait, tout simplement. Oui, quoi. c'est ça. Tout simplement. C'est vraiment une C'est-à-dire histoire que les de blancs dynamique. sont encore plus blancs et les noirs encore plus noirs, quoi. Grosso modo. C'est ça. D'accord. Tout à fait. Voilà, on s'y retrouve. Donc oui, c'est assez facile pour les gens du son à comprendre le HDR. Et donc du coup, avant de lancer officiellement le HDR en 2015, ça faisait déjà
presque 10 ans qu'il y avait des recherches sur l'image chez Dolby, donc c'était pas non plus, c'est pas sorti du chapeau de façon opportuniste. C'est vraiment, il y a une vraie compétence qui a été développée. Et il a fallu aussi standardiser, développer tous les briques technologiques qui allaient derrière le HDR, comme la façon de coder cette plus grande dynamique, parce que la façon de coder le signal avant ne permettait pas d'avoir une grande dynamique. Et puis ensuite, comment adapter cette dynamique en fonction des écrans, etc. Donc, peut-être pas rentrer dans les détails, mais... ouais. Non, mais en tout cas, c'est bien expliqué, on a bien compris. Bah écoute, on va pas te retenir plus longtemps, on t'avait dit moins d'1 heure, hein, donc on va être poli, on va rester à moins d'1 heure. Sauf si Arnaud, toi, t'as des questions, je ne sais pas. Écoute, non, moi ça m'a donné envie de faire joujou avec pour la musique avec les plugins Dolby, parce que évidemment c'est intriguant, quoi. Ouais, carrément. Je pense que je vais regarder ça de plus près aussi. Donc voilà, bah, le podcast est terminé. On espère que cette émission vous a plu. Merci Anaïs d'être venue nous voir. Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas déjà fait. On va revenir tous les mois avec les pieds dans le patch, avec un nouvel invité qu'on va interviewer, voilà, de tous bords. Nous on est très ouverts. Voilà, quelqu'un de Dolby est venu. La prochaine fois, ça sera un ingénieur du son sur le mono. Sur le mono, exactement. Et voilà, quoi. En tout cas, on espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si c'est le cas. Et puis, on vous dit à très bientôt. Allez, ciao! Ciao! Ciao!